Et bonsoir, bienvenue sur Acropolis, votre émission, la communauté de l'ONU, votre émission qui vous parle de relations internationales avec érotisme et sensualité. J'espère que vous allez bien. Bon allez, bonsoir à tous. Salut à toi Twitch, salut à toi YouTube. YouTube que je rappelle, je ne peux lire tes commentaires, alors viens sur le chat de Twitch, viens faire l'amour avec tes collègues de Twitch pour plus de citoyenneté et pour plus de débats publics. Voilà. Bon allez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui au programme, on va parler de l'Irak, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a eu donc la reprise de Mossoul. On avait déjà parlé la semaine dernière. Et le Conseil de sécurité s'est réuni lundi dernier pour discuter de la situation sur l'Irak, sur son avenir politique. Et ça me semble tout à fait intéressant d'aller voir ce qui s'y est dit, car même si la lutte contre Daesh avance dans le bon sens, on va dire, eh bien, on va voir quand même que toute la situation politique en Irak est encore assez compromise, assez difficile à percevoir quelle va être l'évolution de l'Irak, puisque l'Irak est traversé par beaucoup de divisions entre ses communautés religieuses, ou même au sein de ces communautés religieuses, il y a des divisions, et enfin donc une division territoriale. Donc voilà, beaucoup de divisions au sein de l'Irak, et ça me semble assez important d'essayer de comprendre quel sera l'avenir de l'Irak, puisque à savoir quand même que la guerre actuellement qui a lieu au Proche-Orient, donc en Syrie, en Irak, est en partie liée à, on va dire, au chaos politique qui a eu lieu dans l'Irak post-guerre 2003, et donc même si Daesh recule, même si Daesh est en phase d'être vaincu, en tout cas sur le théâtre irakien, rien n'est réglé, et les germes qui avaient permis à Daesh de prospérer en Irak sont toujours là. Donc voilà, on va faire pendant à peu près 1 heure et demie le tour de cette question-là, de l'avenir politique en Irak. Et donc voilà, on va passer à peu près une petite demi-heure ensemble alors 1 heure et demie à peu près ensemble, on va dire sur une demi-heure, on va faire un bilan de l'après-victoire, de l'après-reprise de Mossoul. Et ensuite, pendant 45 minutes, on va voir donc cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue lundi dernier à 10 h, heure de New York. Et enfin, on débriefera ça pendant 5-10 minutes. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Salut Osted, salut Xan, salut Dejin, salut Kerza, salut Skopir, salut Vizi. Je crois que j'ai déjà dit bonjour à Vizi encore. Salut Drocabelli, salut Sienid, salut Denet, salut Togo, salut Fanny, salut Jojo, salut J Petit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Et ben allez, c'est parti. Alors, donc on va revenir sur la bataille de Mossoul. La bataille de Mossoul, donc je vous le rappelle, dimanche 9 juillet, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est rendu à Mossoul et a annoncé officiellement la victoire des forces armées irakiennes sur l'État islamique, la reprise définitive de Mossoul. C'était peut-être un petit peu une gageure de dire ça, puisque certains quartiers encore de Mossoul étaient encore tenus par des résidus de combattants, enfin des poches de résistance encore de l'État islamique, mais néanmoins il était clair que le sort de l'État islamique était scellé à Mossoul et que la ville allait être reprise. Juste pour revenir vite fait, cette bataille de Mossoul, elle a commencé le 17 octobre 2016 et vient donc de se conclure le 9 juillet 2017. Elle aura duré 9 mois. 9 mois, ça aurait été une bataille difficile, longue, coûteuse pour l'armée irakienne, même si elle aura fait preuve elle aura un petit peu lavé son honneur par rapport à son humiliante défaite de juin 2014, au moment où la ville avait été prise par l'État islamique. Donc voilà, une bataille coûteuse, la ville est en ruine. On estime à peu près à 1 milliard le coût de la reconstruction de la ville. Et la ville comptait, avant sa prise par l'État islamique, comptait environ 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, près d'1 million d'entre eux ont fui la ville. Donc il y a aussi cet enjeu de retour des réfugiés à Mossoul. Et là, ça va être un dossier sacrément compliqué. Donc voilà. Alors, il est intéressant
pour aborder en fait la question de l'avenir politique irakien, en fait, Mossoul cristallise un petit peu tous les défis qui vont arriver sur l'Irak. Pourquoi? Car déjà, rien que dans les forces irakiennes qui ont repris la ville, alors évidemment, les forces irakiennes ont bénéficié de l'appui de la coalition internationale, dans laquelle se trouvent donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les pays du Golfe, voilà, entre autres. Donc un soutien aérien, un soutien militaire aussi sur le sol, non pas tant qu'il y ait des combattants sur place, il y a bien quelques unités de forces spéciales occidentales qui s'y trouvent et qui sont là pour soutenir l'armée irakienne, mais aussi donc et avant tout pour la former. Voilà, donc les troupes de la coalition sur le sol irakien sont là pour la former, pour lui apporter un soutien technique, une expertise militaire. Tout ça, voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, les forces irakiennes ne sont pas unies. C'est pas que l'armée irakienne. Vous avez aussi dedans, donc des forces antiterroristes, qui constituent un peu l'élite des forces de sécurité irakiennes. Quand on dit forces de sécurité irakiennes, ça regroupe en fait voilà, toutes les composantes des forces armées irakiennes. Donc vous avez l'armée, vous avez les forces antiterroristes, et vous avez surtout les milices chiites. Donc ce sont des milices combattantes qui ont comment dire, émergé. Il y en a énormément. Elles constituent quand même une part très importante des forces irakiennes. Donc ce sont des milices, ce sont des jeunes qui ont pris les armes, qui se sont organisés, un peu sur le même modèle que Daesh, dans son organisation militaire, dans son entraînement des troupes combattantes. Donc voilà, la comparaison s'arrête à ce niveau-là, on va dire c'est une comparaison d'expertise militaire entre donc, voilà, les forces de Daesh et ces milices-là. Elles ont donc émergé après la chute de Mossoul, après l'appel donc, de l'ayatollah chiite irakien, donc c'est l'autorité religieuse suprême en Irak auprès de la communauté chiite, donc qui a appelé les chiites à s'organiser et à se défendre vis-à-vis donc de l'État islamique, donc l'État islamique qui lui est avant tout sunnite. Donc voilà. Elle constitue donc une force assez importante. Et il faut savoir quand même que là, ce ne sont pas des forces d'armée régulières. Et donc en fait, on les a accusées pour beaucoup. En plus aussi de la police fédérale aussi, qui fait partie de la lutte anti-Daesh en Irak. Elles ont, comment dire, elles ont fait preuve aussi de pas mal d'exactions vis-à-vis des populations sunnites irakiennes. Et donc en fait leur arrivée à Mossoul faisait craindre à beaucoup d'habitants de Mossoul, excusez-moi je n'ai pas le gentillet des habitants de Mossoul si vous pouvez le trouver, donc elle leur a fait craindre en fait des exactions vis-à-vis d'eux, puisque la population de Mossoul est en partie sunnite. Donc voilà. Et d'ailleurs, la population de Mossoul, en 2014, avait accueilli l'État islamique comme des libérateurs. Des libérateurs, puisque en fait, l'État islamique s'était engouffré en Irak en 2014 à la suite des protestations de la communauté sunnite vis-à-vis du Premier ministre Al-Maliki, pardon, qui donc était un premier ministre chiite, mais qui était plutôt orthodoxe, et qui en fait avait tenté en 2014 une marginalisation politique des forces politiques sunnites. Évidemment, voilà, ça va mener une contestation, et Daesh s'est engouffré dans la brèche. Donc voilà. Donc vous avez déjà voilà, ce problème-là. Vous avez aussi donc les Peshmerga qui ont participé à la lutte, et qui voudraient avoir leur mot à dire sur l'avenir de la ville de Mossoul, puisque Mossoul se situe dans une province qui est voisine du Kurdistan irakien, et la part des Peshmerga ayant été importante dans la lutte contre Daesh dans cette zone-là, ils demandent évidemment, en plus d'une plus grande autonomie du Kurdistan irakien, voire même une indépendance, ils demandent aussi donc un droit de regard sur l'administration de Mossoul. Donc voilà, vous avez aussi donc toute cette part-là aussi, on va dire, de division communautaire en Irak qui en fait se cristallise autour de Mossoul. Donc voilà. Donc vous avez pour résumer vite fait, vous avez les contestations entre sunnites et chiites, et enfin vous avez les Kurdes aussi qui arrivent dans l'histoire. Savoir que les Kurdes, eux, leur division au-delà même par rapport aux chiites et aux sunnites, c'est eux ne sont pas des Arabes. Donc voilà. 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 Alors, vous m'avez trouvé le gentillet, les Mossouliotes, c'est ça?
Mossoulais. Non, je crois pas que ça doit être ça. Ouais, Mossouliote. D'accord. Merci Zahert. Donc voilà. Tipiak, un shit orthodoxe original. Bon alors, mis à part la blague, effectivement, peut-être que pour certains, ça doit paraître bizarre d'entendre orthodoxe. En fait, par orthodoxe, c'est-à-dire les tenants d'une ligne dure, d'une ligne intransigeante dans le courant du schisme, en fait. Donc une ligne en Irak, une ligne politique et religieuse qui va se montrer assez peu tolérante et assez peu conciliante vis-à-vis des autres communautés, notamment des chiites et des Kurdes. Donc voilà. Voilà. Attends Lyon avant de te saouler, Alex? Bah comment ça? Je te permets pas. Ça va, je suis sobre. Je suis sobre, il n'y a absolument pas de bière là-dedans. Donc voilà. Voilà. Alors, d'ailleurs, la France, on va faire peut-être un petit aparté d'ailleurs sur l'engagement de la France en Irak, puisque comme vous le savez, je sais que vous en avez déjà parlé ce matin avec Jean au moment de la conférence de presse de Castaner et des QAG. Donc vous avez donc cette réunion cette réduction du budget de la défense de 850 millions qui est imposée donc à l'armée et qui a amené donc du coup à un conflit entre le général Pierre de Villiers, donc le chef de l'état-major, et Emmanuel Macron. Et donc du coup, Pierre de Villiers a démissionné, voilà. Et peut-être justement, pour revenir sur ce débat-là, savoir quelle est la part on va dire, de l'intervention de la France en Irak, puisque ça constitue par excellence une opération extérieure qui rentre en fait dans ce débat sur le financement de la défense, puisqu'il faut savoir qu'en fait les opérations extérieures, elles ont un budget qui est alloué, mais il est prévu qu'il puisse y avoir des dépassements. Et notamment donc les débats sur la réduction du budget de la défense se portent aussi sur donc les dépassements des OPEX. Donc voilà. Alors du coup on va peut-être en venir donc voilà sur l'opération Chamal, quelle a été donc la part de la France dans la reprise de Mossoul notamment. À savoir que en fait l'aviation française a contribué à hauteur de 600 frappes sur la bataille de Mossoul. Donc ça constitue une part très importante dans l'ensemble des frappes qu'a effectué l'aviation française sur le sol irakien et syrien. Donc voilà. À côté de ça, vous avez donc 1200 militaires donc qui sont sur le sol irakien, qui sont là pour former l'armée irakienne, pour lui apporter une assistance médicale, une assistance logistique. Et il y a aussi donc la présence de 4 camions Kaiser. Donc ce sont l'artillerie que vous avez pu voir défiler lors du 14 juillet. Je vous laisse taper ça sur YouTube si jamais vous ne vous remettez pas l'image. Donc voilà. Vous avez aussi donc des chasseurs Rafale qui viennent donc de nos bases aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït. Donc voilà. Et enfin, évidemment, de temps en temps, quand ils le peuvent, vous avez le Charles de Gaulle qui donc va dans le golfe arabique ou en mer de Méditerranée et donc qui apporte un soutien supplémentaire donc à l'aviation française qui est déjà présente et qui permet en général de augmenter de manière significative le nombre de frappes que peut effectuer donc l'armée française. Donc voilà. Alors, à chaque annonce d'un nombre de frappes, on nous donne un nombre rond. C'est comme si les généraux faisaient exprès d'en faire quelques-unes de plus pour tomber pile. Non, ce sont des approximations, Dracabelli. Donc voilà. Et par rapport aux frappes américaines, ça fait quelle proportion 600? Oh tiens, oui, j'avais vu le chiffre tout à l'heure. Il me semble que l'aviation américaine a dû effectuer quelque chose. Ou alors, la coalition au total, la coalition internationale avait dû effectuer quelque chose comme, je crois, 13 000 frappes sur place. Je vous laisse me corriger, car je ne suis absolument pas sûr de ça. C'est un chiffre que j'ai croisé en faisant les recherches, mais que effectivement je n'ai pas noté. Donc voilà. Donc voilà, la France qui a participé de manière assez importante donc, à la bataille de Mossoul. Donc voilà, c'était juste histoire de ramener ça un peu sur le tapis du débat sur la réduction du budget de la défense. Ça me semblait assez intéressant. Donc voilà. Du point de vue de l'État islamique, est-ce que
ça... alors attends, Fanny, la coalition a mené 13 803 frappes aériennes, dont 9273 en Irak et 15 530 en Syrie. Merci Wikipédia et merci à toi Fanny. Effectivement, bon, c'était bien ce chiffre-là que j'avais vu. Donc vous voyez, c'est vrai que sur l'ensemble des frappes aériennes, ça représente pas forcément beaucoup, mais c'est juste que en fait, 600 frappes ont été effectuées sur Mossoul. Donc ça fait beaucoup de frappes aériennes. Donc voilà. Ça, la part de la France dans la bataille de Mossoul a été quand même assez importante. Donc voilà. Alors, pour l'État islamique, est-ce que ça constitue une défaite catastrophique? Alors, du point de vue en fait de la structure de l'État islamique, Oula, mince, cette carte elle passe pas du tout. Bon, c'est pas grave, j'essaierai d'en trouver des meilleurs la prochaine fois. Alors oui, Tom vous met une carte de l'Irak parce que justement, on va parler donc de l'emprise territoriale de l'État islamique donc en Irak. Je vous ai mis une carte neutre pour la simple et bonne raison qu'en fait, je n'ai pas trouvé de carte mise à jour par l'AFP sur l'étendue de l'État islamique en Syrie et en Irak. Donc plutôt que de vous mettre des informations qui sont... En général, bon, quand c'est des informations qui sont datées d'il y a 3 à 6 mois, c'est pas un problème. Mais là, le problème, c'est que en général, je trouvais des cartes qui dataient de 2015. Donc ça faisait qu'en fait, l'État islamique avait une étendue qui ne correspond plus à la réalité de la situation sur place. Donc voilà. Alors l'État islamique, si vous voulez, en perdant Mossoul, a effectivement perdu l'un des plus gros bastions sur le territoire irakien, et ça annonce la fin de sa présence en Irak. Donc, du point de vue, en fait, si vous voulez, en Irak, vous avez deux fleuves, donc le Tigre et l'Euphrate. Donc le Tigre, c'est le fleuve au nord, qui part vers le nord, en fait, si vous voulez, sur lequel se situe Mossoul. Et oui, voilà, sur lequel se situe Mossoul. Et vous avez l'autre, l'Euphrate, donc qui est un peu plus bas et qui part sur la Syrie. Et donc celui-ci, c'est la dernière zone, si vous voulez, que contrôle vraiment, et l'un des derniers bastions en fait de l'État islamique en Irak. Alors attends, la carte du décodex dont on a parlé le chat avant sur l'article, comment est très bien foutue. J'en doute pas 30 secondes, mais c'est juste que moi après c'est au niveau des informations, enfin je sais pas, quand j'ai cherché, j'ai rien trouvé de très pertinent du point de vue de l'actualité de ces informations. Donc voilà. Et un carré noir de fond à l'image réglerait le problème de la transparence. Eh bien Drocabellis, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. N'est-ce pas Tom? Donc voilà. Et Jojo, je ne valide absolument pas cette blague. Donc voilà. Donc voilà, l'État islamique a perdu un de ses principaux bastions en Irak et demeure encore sur l'Euphrate, notamment autour des oasis. Donc voilà. Voilà, à peu près où est-ce qu'on en est. Il faut savoir que même si, puisque là la bataille de Raqqa en Syrie, c'est la deuxième capitale si vous voulez de l'État islamique, donc la capitale idéologique, et c'est à partir de là aussi où ont été organisés les attentats de Paris en 2015. Si vous voulez, cette capitale-là aussi est en passe de tomber. Et derrière, est-ce qu'en détruisant l'État islamique, c'est-à-dire sa structure proto-étatique, si vous voulez, et son emprise territoriale sur la Syrie et l'Irak, est-ce que on en sera débarrassé en fait? Non, parce qu'il est fort probable que déjà l'État islamique rentre dans la clandestinité, comme ça l'était en fait à ses origines, et ce qui va se passer, c'est que vu le chaos politique qu'il y aura en Irak et en Syrie après sa défaite, il est fort à parier qu'il continue à commettre des attentats et donc à déstabiliser les États en reconstruction dans ces deux régions-là, si tant est en plus, en parlant de la Syrie, que l'État syrien arrive à se reconstruire, et ça, c'est pas gagné. Donc voilà, vous avez cet aspect-là qui est important. Et enfin, donc troisième chose, l'État islamique a énormément marqué, si vous voulez, les réseaux de radicalisation djihadiste en Europe. Et ces réseaux-là vont continuer, encore une fois, à être actifs en Europe, à commettre des attentats. Et donc, si vous voulez, ou même
au-delà même de ces réseaux-là, si vous voulez, ils ont inspiré énormément de personnes qui se radicalisent tout seuls. Et, euh, et donc du coup, il y aura fort à parier que pendant de nombreuses années après la défaite de l'État islamique, il y ait encore des attentats en Europe. Donc voilà. Est-ce qu'on sait dans quel pays exactement l'État islamique a un pied-à-terre? Alors, Drocabelli, si tu veux, mis à part donc l'Irak et la Syrie où l'État islamique est encore présent, l'État islamique a cherché aussi à se disperser. Donc ils ont cherché à se disperser en Afghanistan. Ils cherchent aussi donc à s'installer, en tout cas à s'implanter dans le désert du Sinaï égyptien. Donc le Sinaï, pour vous rappeler vite fait sur une carte où c'est entre l'Égypte et Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et enfin, donc pardon, on a la Libye aussi. Et enfin, oui, l'Indonésie, comme tu le dis, Dénes. Ouais, les mecs se sont quand même assez mondialisés. Et derrière, de toute façon, voilà, c'est plus ils se dispersent, plus ils continueront à faire parler d'eux, si vous voulez, parce qu'ils seront beaucoup plus durs à traquer, parce que plus une organisation de ce type-là se disperse euh, sur de nombreux États, plus la lutte contre cette organisation-là est compliquée. Là, en Irak, en Syrie et en Irak, euh, ils sont implantés territorialement, ils tiennent des villes, donc ce sont des cibles faciles pour des armées conventionnelles. À partir du moment où ils commencent à se disperser et à rentrer dans la clandestinité dans de nombreux États, ça devient beaucoup plus difficile pour lutter contre eux. Donc voilà. Voilà, à peu près où est-ce qu'on en est donc, du point de vue de l'État islamique. Et de toute façon, pour terminer enfin sur l'État islamique, l'État islamique, si vous voulez, communique énormément sur sa défaite. Parce que, en fait, pour eux, autant ils se sont énormément glorifiés d'avoir réussi à prendre Mossoul en 2014, puisque c'est en juin 2014 qu'ils ont pris Mossoul, que al-Baghdadi, le chef qui est actuellement présumé mort de l'État islamique, a annoncé la restauration du califat au Moyen-Orient. Donc le califat, on rappellera, c'était l'autorité religieuse et politique sur les musulmans au Moyen-Orient, qui était avant détenu et symbolisé par l'Empire ottoman. Donc ça s'est arrêté en 1918, après la défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Et donc l'État islamique en 2014 a voulu s'est réclamé en fait de cet héritage-là. Donc il y a ce point-là aussi qui est important. Et autant ils se s'étaient glorifiés en 2014 puisqu'ils étaient à leur apogée, mais et autant aujourd'hui ils communiquent énormément en fait sur le fait qu'ils résistent seuls contre tous en fait. Puisque vous avez la coalition internationale, vous avez l'armée irakienne, vous avez les Peshmerga qui leur ont tous fondu sur la tronche à Mossoul. Donc pour eux, effectivement, il y avait quoi, 100 000 combattants irakiens contre, je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais les gars, ils étaient à tout casser 10 000 à Mossoul. Donc si vous voulez, ils se battaient à 1 contre 10. Donc c'était... Pour eux, si vous voulez, ils se disaient, voilà, nous on arrive à tenir tête pendant 9 mois vis-à-vis du monde entier. Donc ils se glorifient par le martyr, en fait, dans cette lutte-là. Et ça va continuer, ça continue à apporter une certaine aura à l'État islamique auprès des populations qu'ils cherchent à attirer. Et d'ailleurs, pour terminer vraiment encore une fois là-dessus, c'est par rapport aux combattants aux personnes qui se radicalisent en Europe, si vous voulez, l'État islamique appelle beaucoup moins en fait ces personnes qui se radicalisent en Europe à les rejoindre au Moyen-Orient. Il les appelle beaucoup moins à faire ça et plus à perpétrer des attentats complètement random en Europe en fait. Donc voilà, on sent bien que l'État islamique sait que c'est fini, ça va se finir, son aventure de proto-État, mais qu'elle va survivre dans la clandestinité. Je suis désolé, c'est un petit peu difficile ce soir. Et donc dans la clandestinité et par le message qu'elle diffuse en Europe. Donc voilà. Et donc, quel avenir? Mettons, voilà, l'État islamique est défait demain. Comment ça se passe? Quels sont les défis que va devoir relever l'État irakien? C'est... Non, Sylvain, non.
Et donc, quels vont être les défis pour l'État irakien? Si vous voulez, l'État irakien, en 2014, en fait, vous aviez en 2014, c'était le Premier ministre Al-Maliki. Je crois d'ailleurs qu'on a une photo de lui. Ah non, ça c'est Haider Al-Abadi. Bon, attendez, en tout cas, on va parler de Haider Al-Abadi. Donc, c'est le Premier ministre. Ouais, bah voilà, merci. Donc voilà, c'est Monsieur Al-Maliki. Donc, lui, c'était le Premier ministre irakien de 2006 à 2014. Donc, jusqu'au 8 septembre 2014. Alors, ce monsieur-là, en fait, si vous voulez, il est étonnant en fait d'une ligne assez orthodoxe au sein comment dire, des partis chiites, des partis politiques chiites en Irak. Donc une ligne plutôt orthodoxe, si vous voulez, puisqu'il a cherché sur la fin de son mandat en 2014 à marginaliser les sunnites au sein des institutions politiques. Parce que si vous voulez, en fait, en 2003, après la guerre en Irak, il y a eu la rédaction d'une nouvelle constitution. Et cette constitution-là, en Irak, a acté le fait que l'Irak était pluriethnique, pluriconfessionnel, et que donc les institutions devaient répartir les pouvoirs en fonction de l'importance de ces communautés-là. Donc, si vous voulez, les chiites, eux, avaient le poste de Premier ministre. La présidence de la République, elle, était détenue par les Kurdes. Et enfin, la présidence du Parlement irakien était détenue par les sunnites. Et en fait, au sein de ces trois postes clés, il y avait toujours ce système d'équilibre, puisque il y avait à chaque fois deux assistants ou deux remplaçants deux vice-présidents, par exemple, qui étaient, eux, à chaque fois, qui étaient, par exemple, pour le Premier ministre, vous aviez donc des enfin des... Ah, c'est difficile ce soir. Qui est des sous-secrétaires, des vice-premiers ministres, des vice-présidents, si vous voulez, qui, eux, étaient kurdes et sunnites. Voilà. Et c'était le même délire pour la présidence de la République et pour la présidence de l'Assemblée. Donc voilà. Et donc Al-Maliki a, en 2014, essayé donc de marginaliser en renvoyant certains leaders sunnites pour essayer, encore une fois, de donner plus d'importance aux chiites au sein des institutions politiques irakiennes. Il faut savoir que là-bas, les élections parlementaires se font à la majorité. Et donc, comme pas la majorité, non, à la proportionnelle. Et comme les chiites sont majoritaires au sein de la population en Irak, bah évidemment, virtuellement, si vous voulez, c'est impossible que les sunnites gagnent des élections, gagnent le poste de Premier ministre. Et comme c'est un régime parlementaire, c'est le poste de Premier ministre qui détient l'essentiel du pouvoir. Donc voilà. Donc, ça a amené donc du coup à une révolte des populations irakiennes en 2014, à des manifestations, et donc du coup les sunnites se sont rebellés et l'État islamique en a profité pour prendre les villes, pour lancer un assaut en Irak. Ça a été une débâcle pour l'armée irakienne, et donc vous avez eu cette émergence des milices chiites dans la défense de l'Irak. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui en fait alors en 2014, en septembre 2014, donc 3 mois après la chute de Mossoul, donc Al-Maliki a été mis en minorité, et donc c'est l'autre Premier ministre, Haider Al-Abadi, qui lui est beaucoup plus modéré, qui fait partie donc, de cette ligne modérée au sein des chiites irakiens, et donc qui lui cherche à vraiment essayer qui est plus tenant en fait d'une ligne... comment dire, d'un modèle politique irakien. Puisque les orthodoxes, eux, les chiites orthodoxes, souhaitent plus fait prendre modèle sur l'Iran. Et donc Al-Maliki voilà, essaie de jouer un jeu d'équilibriste entre les Arabes sunnites, les Arabes chiites, essaie de maintenir l'unité vis-à-vis des Kurdes, essaie d'un point de vue de diplomatie de jouer à la fois sur des bonnes relations avec l'Iran, mais aussi de se démarquer de l'Iran en ayant de bonnes relations avec les pays du Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite, puisqu'il a été accueilli notamment à Riyad. Il y a fait quelques voyages. Donc voilà, vous avez tout ce jeu d'équilibriste qui essaie en fait du coup de maintenir, si vous voulez, l'unité, parce que derrière il y a quand même une prise de conscience que les événements, la politique d'Al-Maliki a permis à l'État islamique d'émerger en Irak, et a permis son avancée militaire. Et donc du coup, il faut faire
faut profiter en fait de la lutte contre l'État islamique pour réunifier l'Irak. Pour essayer c'est un ennemi commun, il faut vraiment derrière retravailler là-dessus, si vous voulez. Donc voilà. Donc Haïder al-Abadi qui essaye donc qui essaie de jouer sur ce jeu-là. Mais attention, voilà, c'est un jeu d'équilibriste et à tout moment, il peut être renversé. Donc voilà. Et enfin, si vous voulez, depuis 2015, il fait face à une autre contestation populaire, mais là qui vient en fait, si vous voulez, de milieux universitaires, des couches, des classes moyennes irakiennes qui, elles, se sentent peu concernées par le conflit confessionnel et souhaitent en fait que l'État irakien devienne un État laïque. C'est-à-dire qu'on sépare la religion de l'État pour histoire en fait que ces luttes religieuses qui minent l'État irakien en son sein ne puissent plus perdurer en fait. Et donc Haïder al-Abadi à un moment essayait de s'appuyer donc du coup sur cette société civile qui émerge et d'un autre côté essaie aussi de garder un poids auprès des chiites et des sunnites. Enfin voilà. Donc vous voyez en fait toute cette problématique. Et il y a aussi enfin le Kurdistan qui a annoncé que le 25 septembre prochain, l'État autonome kurde, donc qui fait partie de la fédération irakienne, organiserait un référendum sur son indépendance. Et donc là-dessus aussi, ça n'a pas été validé par Bagdad, et c'est l'un des défis aussi pour Haïder al-Abadi. Donc voilà. Je vais poser une question peut-être bête. J'ai l'impression que toutes les organisations politiques et sociales au Moyen-Orient tournent autour de courants religieux. Il n'y a pas d'athée ou qui se base pas explicitement sur un courant religieux. Si tu veux, Drocabelli, c'est que tu peux pas... C'est vouloir imaginer en fait les régimes politiques du Moyen-Orient comme en résonnant sur la même grille de lecture qu'en Occident, c'est très compliqué. Surtout en plus la France qui est une exception, voilà, par rapport à la laïcité, comme tu dis, d'Enes, c'est qu'en fait pendant très longtemps, les régimes autoritaires qui existaient au Moyen-Orient, donc en Syrie, en Irak, c'était des régimes qui s'appuyaient donc sur des partis nationalistes arabes, baasistes, qui officiellement étaient laïcs, mais qui en fait s'appuyaient sur les divisions confessionnelles entre les différentes communautés chiites et sunnites. Et par exemple, Saddam Hussein en Irak s'est pendant très longtemps appuyé sur les sunnites, alors qu'ils étaient minoritaires. Et donc quand il a été destitué en 2003, après la défaite de l'Irak et l'invasion américaine, cette chape de plomb du nationalisme arabe, du parti Baas, en fait, a été supprimée. Et donc du coup, toutes ces divisions ressurgissent. Et ça, c'est un truc que les Américains n'avaient pas du tout compris. Donc, c'est très compliqué. Ça demande des années de culture politique pour que la laïcité prenne corps. Et d'ailleurs, le mouvement actuel de la société civile en Irak, hein, qui réclame une laïcité, n'est pas majoritaire. Donc, c'est très compliqué. Donc, voilà. Et alors, l'ONU dans tout ça, eh bien, si vous voulez, l'ONU va devrait en fait jouer un rôle central dans cette reconstruction de l'État irakien. Pourquoi? Parce que en 2003 a été votée donc la résolution 1500, résolution qui a en fait institué la mission d'assistance des Nations Unies, la MANUI, oui c'est ça, mission d'assistance des Nations Unies en Irak, qui avait pour donc mission d'apporter une assistance au gouvernement irakien pour l'aider à reconstruire les institutions politiques. Donc c'est-à-dire une assistance au moment des élections, c'est-à-dire une aide pour aider à organiser des élections libres, pas truquées, sans moyens de pression et tout ça. Une aide logistique, une aide humanitaire. Donc voilà, a été créée la MANUI qui donc depuis 2003 existe et à chaque fois son mandat est prolongé officiellement sur demande du gouvernement irakien. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'à chaque fois les membres permanents du Conseil de sécurité forcent un peu la main à Bagdad. Et donc du coup, vendredi dernier, le 14 juillet, le Conseil de sécurité a prolongé une fois de plus le mandat de la MANUI en Irak, du coup. Donc l'a prolongé d'1 an.
Et lundi dernier, du coup, le Conseil de sécurité s'est à nouveau réuni pour du coup faire le bilan de l'action de la MANUI en Irak, et notamment voir ce qui doit être fait, quels sont les défis à relever. Et donc je vous propose que nous allions voir tout ça ensemble, tous ensemble. Je n'ai pas regardé donc cette réunion, donc on va la découvrir tous ensemble. Donc voilà. Donc avant tout, je vous propose qu'on se mette un petit jingle de l'amour. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Il y a une alternative à la guerre. Et rebonsoir à tous. Oh oui, ce jingle qui claque sa maman sur les fesses, je suis d'accord avec toi, Drocabelli. Donc, c'est parti. Comment ça veut pas? Ah, ça marche pas. Non, 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 ça va marcher. Ah voilà. Non, sinon j'envoyais encore une fois un mail aux Nations Unies parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils y sont sensibles. La dernière fois que j'avais envoyé un mail, ils m'avaient uploadé la vidéo en français. Alors je sais pas si c'est mon mail ou si c'est autre chose. Enfin bref. Mais j'aime croire que c'est mon mail qui l'a fait. L'ordre du jour est adopté. Donc, mois de juillet, donc pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière réunion qu'on avait commentée sur la Corée du Nord, la présidence du Conseil de sécurité a changé, et donc maintenant ce n'est plus la Bolivie, c'est la Chine. La Chine qui préside le Conseil de sécurité et qui est représentée par monsieur Liu Ji. L'article 39. Par contre, on n'entend rien du tout. Provisoire du Conseil de sécurité, j'invite monsieur Jan Kubiš, représentant spécial du secrétaire général et responsable de la MANUI, à participer à cette réunion. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2. Il est fier de lui. Il est fier de lui, Sylvain. Le Conseil de l'ONU en mode Made in China. S/2017. Ah, Vlad, regardez comment il vous regarde dans les yeux. Oh là là. En vertu, soumis en application de la résolution 22. Est-ce que vous entendez bien les traducteurs? S/2017/596. 15e rapport établi par le secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 2107 du Conseil de sécurité. Non, vous entendez pas très bien? Maintenant la parole à monsieur Jan Kubiš. Non, pas trop, ouais. Attends, mets peut-être sur... Attends, mets sur pause la vidéo peut-être. Merci monsieur le président. Le 10 juillet. Attendez, on va essayer d'arranger quand même le son parce que même moi je l'entends pas très bien. Et ça va être compliqué. Abadi a annoncé la libération de Mossoul. Il a attribué cette victoire c'est pas top, hein. à la planification et la mise en œuvre vraiment par pas top. les forces de sécurité irakiennes des opérations, seule force présente sur le terrain. Il a salué les forces irakiennes. La régie avec un carré noir sur le fond, ça irait pas mieux. Les groupes Peshmerga et les combattants tribaux et locaux. Il a également remercié tous les pays qui ont appuyé l'Irak dans sa lutte contre le terrorisme et contre Daesh. Nos prières et nos pensées vont à ceux qui ont été tués, blessés, les militaires et les civils et leurs proches. Il est essentiel que les familles des victimes et des blessés bénéficient de l'appui nécessaire. Monsieur le Président, conformément aux directives du Premier ministre Abadi, les opérations de libération se sont caractérisées par des efforts remarquables de la part est-ce que vous entendez des forces de libération et de leurs partenaires internationaux. Là, on entend mieux, ouais. Et protéger la population ok, bon, civile. parfait. Tiens, je vais te demander, est-ce que tu peux reboot la vidéo, la remettre en avant, parce que du coup moi j'ai pas entendu, et monsieur Jan Kubiš donc du coup a commencé son exposé, tu la remontes d'une minute s'il te plaît. D'être tenus responsables de leurs actes et de tenir les autres responsables. Non, un peu avant. Voilà, c'est mieux. Ouais, voilà, désolé, hein, on va pas faire des lives à la ZUB, on est quand même là pour parler de choses sérieuses et pour entendre tous les acteurs. Voilà.
Alexandre, venge-toi du 14 juillet et demande à Jean de t'amener un café. Mais si seulement Jean était là. Du Conseil de sécurité, j'invite M. Jan Kubiš, représentant spécial du secrétaire général et responsable de la MANUI, à participer à cette réunion. Il en est ainsi décidé. Vous m'entendez pas bien? Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 à l'ordre du jour. Bon, alors, l'ordre du jour, du coup, la situation en Irak et donc, du coup, l'action de la MANUI. Donc, MANUI, je rappelle, mission d'assistance des Nations Unies en Irak, qui est là pour apporter un soutien politique sur notamment l'installation, enfin la mise en place, la construction d'institutions politiques démocratiques en Irak, et en plus un soutien humanitaire. L'Irak est en guerre, c'est pas trop demandé. Donc voilà. 15e rapport établi par le... Jean récupère son appart du coup, si seulement. 2107 du Conseil de sécurité. Je donne maintenant la parole à M. Jan Kubiš. Alors, Monsieur Jan Kubiš, je rappellerai que c'est l'actuel chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Irak et aussi haut représentant spécial des Nations Unies pour l'Irak depuis l'année 2015. C'est un ancien diplomate, c'est un diplomate et un ancien ministre des Affaires étrangères slovaque entre 2006 et 2009 et il a aussi été membre, il a été le chef de la mission permanente mission permanente slovaque aux Nations Unies. Voilà. Les groupes Peshmerga et les combattants tribaux et locaux. Il a également remercié tous les pays qui ont appuyé l'Irak dans sa lutte contre le terrorisme et contre Daesh. Nos prières et nos pensées vont à ceux qui ont été tués, blessés, les militaires et les civils et leurs proches. Il est essentiel que les familles des victimes et des blessés bénéficient de l'appui nécessaire. Monsieur le Président, conformément aux directives du Premier ministre Abadi, les opérations de libération se sont caractérisées par des efforts... Ah, question piège, Fanny. Question bête, du coup, instaurer la démocratie dans les pays selon les prérogatives de l'ONU, ça leur va pas une gentille petite dictature. Alors, l'ONU encourage avant tout le respect des droits de l'homme. Il n'a jamais été dit que l'ONU doit propager la démocratie. Le truc, c'est qu'en général, la démocratie, c'est plus pratique pour respecter les droits de l'homme. Parce qu'il y a une espèce de contre-pouvoir, si vous voulez. C'est juste ça. Et ça, en général, c'est pas mal. Et mais par contre, quand un État comme l'Irak a vu son État en fait s'effondrer à la suite d'une guerre, notamment l'invasion américano-britannique, l'ONU peut proposer ses services pour aider à la mise en place d'institutions et d'élections libres, surtout parce que des institutions c'est une chose, mais si les élections libres n'ont pas lieu, votre démocratie elle est en papier. Donc elle est en carton. Comme bouclier humain, voilà. Les ont enfermés dans leur foyer, les ont tués, les femmes, les hommes, les enfants qui tentaient de se réfugier. Ils les ont massacrés en ayant recours à des kamikazes, notamment des femmes et des enfants, et des personnes recrutées dans les camps de déplacés. Les combats à Mossoul ont également coûté la vie à des journalistes locaux et internationaux. Leur sacrifice n'a pas été vain. Une couverture médiatique libre et impartiale est nécessaire pour préserver l'intérêt du public et pour préserver la transparence et la reddition de comptes. J'aimerais également reconnaître le fait que les autorités irakiennes, y compris celles de la région du Kurdistan, ont permis aux médias internationaux et nationaux d'avoir accès au terrain pendant la campagne de libération de Mossoul. Cette libération historique de Mossoul ne doit pas cacher le fait que la route est encore semée d'embûches. Il faut encore récupérer des territoires sous le contrôle de Daesh dans les régions de Ninawa et d'Anbar, à Hawija et à Kirkuk, ainsi que dans d'autres régions. Cela sera difficile. Les groupes de Daesh continuent leurs attaques terroristes odieuses à l'encontre des civils en Irak et ailleurs. Monsieur le Président, parallèlement à cette libération, il faut déployer des efforts de déminage, de stabilisation et de reconstruction afin de permettre le retour des personnes déplacées et également éliminer les cellules de Daesh, les groupes criminels et les milices opérant hors du contrôle du gouvernement. La mise en œuvre de la législation, de l'état de droit, de la justice,
de la reddition. La remarque sur les milices est assez intéressante parce qu'opérant hors du contrôle de l'État, il faut savoir que normalement les milices chiites qui ont été mises en place en 2014 sont normalement sous l'autorité du Premier ministre. Je demande à voir quel est le véritable pouvoir du Premier ministre irakien sur ces milices. Devoir mettre tout en œuvre pour permettre à la population de vivre à nouveau leur vie en sécurité et dans la dignité. Pour atteindre cet objectif, l'Irak va devoir continuer de bénéficier d'un appui régional et international de fonds. Cette victoire ne sera pas simplement achevée en appuyant la campagne militaire. Il est encourageant de constater que les visites régionales du Premier ministre Abadi au mois de juin en Arabie Saoudite, en République islamique d'Iran et au Koweït ont permis de confirmer la volonté de ces pays à poursuivre et à renforcer leur appui. Je rends hommage à tous les partenaires de l'Irak, notamment ceux de la coalition internationale de lutte contre Daesh, et j'exhorte ces partenaires à continuer à appuyer l'Irak et sa population, Monsieur le Président. La défaite finale de Daesh ne pourra être obtenue que grâce à la mise en œuvre de solutions inclusives. Il faudra répondre aux frustrations, besoins et aspirations du peuple irakien. La réconciliation nationale et sociétale du pays s'inscrivent dans des efforts globaux permettant de garantir l'unité, la stabilité et la prospérité à long terme. Je salue le rôle de figure de proue des autorités de Marjaya qui, dans leurs interventions après la victoire, ont mentionné que les Irakiens doivent tirer les enseignements de ce qui s'est passé dans les années avant l'apparition de Daesh et de résoudre les problèmes qui perdurent depuis longtemps. De plus, il a été indiqué que le recours à la violence, l'oppression et la division en tant qu'outil n'entraînent que la destruction et rend le pays vulnérable à des ingérences de la part d'acteurs régionaux et internationaux. Et les perdants sont parmi les Irakiens. Il faut donc que l'on adopte un principe de gouvernance qui considère que tous les citoyens sont égaux, peu importe leur religion, origine ethnique ou nationalité. C'est pas gagné sans Irak. Cela pourrait restaurer la confiance de la population dans le gouvernement et ses institutions. Ces déclarations ont également indiqué qu'il était nécessaire de lutter contre la corruption financière et administrative, et également mettre en œuvre des normes strictes de compétence et de professionnalisme pour les hauts responsables du gouvernement. L'ONU accompagne les processus de réconciliation au niveau national et au niveau de la société en coordination totale avec le gouvernement de l'Irak et en coopération avec toutes les parties prenantes irakiennes, y compris les femmes et la jeunesse, et ce afin de répondre aux préoccupations de tous les pans de la société, communautés, groupes et citoyens de façon juste et équitable. Monsieur le Président, lors d'une réunion le 7 juin 2017, des partis politiques de la région du Kurdistan d'Irak, présidés par le président Barzani, on a pris la décision d'organiser un référendum le 25 septembre 2017, avec pour question, et je cite, « Souhaitez-vous que la région du Kurdistan ainsi que les zones kurdes, les zones contestées hors de contrôle de la région du Kurdistan deviennent un État indépendant ?» Fin de citation. Le 11 juillet, le président Barzani a rappelé, lors de son intervention au Parlement européen à Bruxelles, sa volonté d'organiser le référendum tel que prévu, tout en indiquant Alors, le président Barzani, c'est le président Massoud Barzani, président de la région, du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Cette question doit être réglée avec une vision commune entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Kurdistan. Conformément aux recommandations du secrétaire général, j'exhorte toutes les parties à poursuivre et à entamer leurs négociations sans retard dans un esprit de partenariat sincère fondé sur la Constitution. Je les exhorte à aborder cette question centrale et à notamment régler des questions centrales telles que la mise en œuvre de l'article 140 de la Constitution sur les territoires contestés, notamment la situation de Kirkouk, les questions budgétaires, de pétrole, de partage des recettes et les autres éléments qui doivent être déterminés dans le cadre des relations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Kurdistan. L'absence d'un véritable dialogue politique pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts
et à d'autres types de conflits. Monsieur le Président, le processus électoral complexe approche en Irak, notamment dans la région du Kurdistan. Cette année et l'année prochaine, le 21 juin, la Haute Commission électorale indépendante a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de procéder aux élections des membres du Conseil des représentants telles que prévues le 16 septembre 2017. Il est indispensable que toutes les mesures soient prises pour que les élections du Conseil des représentants se tiennent au plus tard en mai 2018, telles que prévues par la Constitution, et que les élections des gouverneurs soient réorganisées. Il y a un nombre accru de personnes déplacées depuis le début des opérations militaires qui ont commencé en octobre. Il s'agit de près d'1 million de personnes, et même si le nombre de personnes fuyant leur foyer a diminué ces dernières semaines. Sous l'égide du Fonds de stabilisation du PNUD, le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, qui intervient en Irak depuis les années 90. Villes et districts libérés à Anbar, Ninewa, Salah al-Din, Diwala et Kirkuk. Maintenant, voilà toutes les listes sur lesquelles le PNUD est intervenu. La portée de ces projets va encore augmenter. Monsieur le Président, nous sommes particulièrement préoccupés par la volonté de la population à imposer des punitions et des sanctions collectives aux familles dont on estime qu'elles sont associées avec Daesh. Au niveau du pays, les Irakiens semblent percevoir qu'il y a un lien entre Daesh, les questions d'éviction, de saisie de maisons et autres mesures de représailles. Effectivement, là, c'est une problématique qui est à Mossoul, par exemple, c'est qu'effectivement, on va avoir des purges, si vous voulez, entre guillemets, c'est l'état de droit, des personnes qui se sont montrées complaisantes avec l'État islamique, avec les combattants de Daesh lors de leur entrée à Mossoul. Il y a une crainte, effectivement, que les forces de sécurité irakiennes fassent preuve de répression vis-à-vis de ces gens-là, d'expropriation. L'ampleur immense de ces crimes, la MANUI a déployé une stratégie au niveau national afin de permettre aux tribunaux nationaux d'avoir compétence pour juger des crimes internationaux. Il s'agit notamment des crimes les plus graves commis par l'EIL. Monsieur le Président, alors que la lutte d'éradication. Comme chez nous avec les nazis, quoi. Bah. C'est toujours comme ça. Hein. Les perdants. Se repositionner pour lutter contre. Il faut savoir une chose quand même, c'est que la population de Mossoul a beaucoup déchanté ensuite quand l'État islamique est arrivé. Afin que ces victimes puissent se. Plus personne à Mossoul ne regrette l'engagement, ne soutient et ne regrette afin de mettre en œuvre le communiqué conjoint et le plan d'action. L'État islamique à Mossoul. L'ONU, au plus haut niveau, travaille avec les représentants irakiens à la création d'un comité interministériel sur les violations graves à l'encontre du droit des enfants. Ce comité constituera une plateforme qui permettra de coordonner la riposte des autorités irakiennes face aux questions concernant les enfants dans les conflits armés, notamment le recrutement et l'utilisation des enfants par les forces pro-gouvernementales. De plus, nous exhortons le gouvernement de l'Irak à s'assurer que les enfants arrêtés par les forces de sécurité, notamment pour des crimes liés aux terroristes, soient transférés dans des institutions de détention pour jeunes. Alors là, Monsieur Yann Koublich fait référence à, vous savez, tous ces enfants, on a pu en entendre parler des fois dans la presse, c'était ces enfants soldats qui sont formés par Daesh, qui dès 14 ans, on leur met une Kalachnikov dans les mains et on leur fait tuer des... Même si un manque de financement a sapé sa bonne mise en œuvre. Voilà, des prisonniers de guerre. Internationaux a appuyé les programmes spéciaux en faveur des femmes. Alex, tu as dit que précédemment l'État islamique communiquait beaucoup sur sa défaite, mais comment? Par quel canal? Internet Monsieur le Président, la Internet. Internet pendant très longtemps, et je crois, c'est récemment en plus que Twitter et YouTube ont commencé à faire la police sur leur réseau, mais... Discussion lors de la rencontre du premier pendant un long moment, si tu veux, par des comptes du Koweït. Lors de cette réunion, les partis ont discuté des moyens de des comptes, enfin voilà, des comptes djihadistes, si vous voulez, qui sont très vite fermés évidemment par Twitter, mais l'État islamique communique beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, effectivement, il va avoir tout ce tu vas avoir tout ce qui va être le Darknet, les choses comme ça. Sur le mécanisme tripartite et la 44e
session de la commission tripartite. J'espère quand même qu'ils n'ont pas un Discord, les mecs. De la déclaration du Conseil de sécurité du 14 juin 2017 et j'appelle l'Irak. Le réseau Al Jazeera en seconde instance. Leur coopération au titre du mécanisme tripartite. Al Jazeera, c'est une chaîne internationale qui a été longtemps accusée d'être complaisante vis-à-vis, par exemple, de Al-Qaïda. Pour avancer sur cette question. C'est pas sur ce registre-là. Je remercie monsieur. Donc voilà qui conclut donc, cette longue déclaration faite de monsieur Yann Kubich, qui nous rappelle donc voilà tous les enjeux, à savoir que déjà il va falloir éviter tout ce qui va être les conflits post-libération, c'est-à-dire voilà la répression vis-à-vis des familles qui auraient pu se montrer, des personnes qui auraient pu se montrer complaisantes vis-à-vis de Daesh. On va avoir tout ce qui va être la déradicalisation de nombreux jeunes. Donc voilà, on va avoir tout cet aspect-là. On va avoir la reconstruction aussi. Le contexte extrêmement difficile de l'Irak. Et enfin, alors, M. Yann Kubich a parlé aussi du soutien régional, à savoir quand même que l'Iran prend de plus en plus de poids en Irak grâce aux milices chiites, en fait. Les milices chiites qui sont évidemment très... de façon à faire face aux urgences auxquelles le pays très présentes dans le pays, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo. Et évidemment, ça fait le jeu de l'Iran. À l'unanimité, la résolution... et des fois, du coup, ça dépasse un petit peu le mandat de la Manui. Comment dire, la marge de manœuvre, enfin ça limite du coup un peu la marge de manœuvre du pouvoir central. Nous trouvons... Alors, du coup, excusez-moi, c'est au tour du représentant de la Bolivie. Alors, c'est pas le même que d'habitude. Ça doit être c'est quelqu'un qui fait partie de la mission uruguayenne. Oui, félicite le gouvernement irakien de son courage et de la manière dont il a mené cette campagne qui aboutit à une victoire pour le peuple et les autorités irakiennes, mais également un grand pas en avant dans la lutte contre le terrorisme international. Mon pays est certain que ce jalon important dans la lutte contre Daesh doit être préservé sans baisser la garde et en tant qu'étape dans la mise en déroute définitive de ce groupe qui a commis d'innombrables aberrations et soumis à la barbarie les populations qui tombaient sous son contrôle. Là, il convient de rappeler que la population irakienne a subi des atrocités inimaginables, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être des crimes de génocide contre des minorités religieuses. Le cas le plus éloquent, mais qui n'est sans doute pas le seul, est celui qui a été commis contre les yézidis, exposés à une véritable campagne d'extermination. Comme l'a exprimé le Conseil dans... Alors, le représentant là actuel, c'est M. Bermudez. Le moment est venu d'exprimer nos condoléances aux centaines de milliers d'Irakiens et de ressortissants d'autres pays qui ont subi les crimes de Daesh. Et ces crimes ne doivent pas rester impunis. Il convient rappeler que Daesh n'est pas né du vide, c'est le produit d'une série de faits regrettables. L'invasion de l'Irak en 2003, sans légitimité multilatérale et sans accord du Conseil de sécurité. Une guerre civile s'est ensuivie. Donc là, M. Bermudez parle de la guerre civile, la première guerre civile confessionnelle irakienne qui a eu lieu entre 2006 et 2009. Et humains qu'ont fourni certains pays de la région et d'autres pays en dehors de la région à Daesh. Voilà, normal. C'est le label sud-américain, ça. On tient à rappeler quand même que c'est de la faute des Américains si ça qui se passe là-bas. La priorité. Si actuellement on en est là-bas. Voilà. Il faut tirer les enseignements du passé pour ne pas... Ce qui n'est pas totalement faux, mais la libération il y a plein de facteurs aussi. De Mossoul suppose deux tâches gigantesques que le gouvernement irakien doit entreprendre avec l'aide de la Manui. La reconstruction de la ville et le retour des centaines de milliers de personnes déplacées. Beaucoup d'entre elles, quand elles rentreront chez elles, constateront que leur logement n'existe plus et que les services de base doivent encore être rétablis. Il y a quelques jours,
jeudi dernier exactement. Ouais. Oui, Fanny, 10 ans après le départ de Bush, on en subit encore les conséquences. La mort de la petite Hanan à l'hôpital pédiatrique de Mossoul, qui n'a plus aucune fourniture en raison d'une insuffisance. Non, mais les gars, les États-Unis ont complètement foutu le boxon là-bas, c'est bien sûr. Mais c'est... Il y a eu, comment dire, le conflit actuel, par exemple, ça aurait pu être limité à l'Irak si la Syrie n'avait pas débordé et s'était pas effondré, enfin si l'État syrien ne s'était pas effondré, que ça n'avait pas... Pour revenir au secours des personnes... Ah, c'est dur ce soir. Si on n'en était pas arrivé à la guerre civile. Si vous voulez, le conflit aurait pris beaucoup moins d'importance. Et donc dans ce cadre-là, Bachar al-Assad, qui a libéré de nombreux djihadistes des prisons en 2012 pour phénomènes comme se reproduisent. Les responsables politiques doivent surmonter leur division et foutre en l'air pour diviser l'opposition. Voilà. Bachar al-Assad a aussi beaucoup de responsabilités dans le développement de l'État islamique. Des divisions ethniques et religieuses. La lutte contre le terrorisme doit se dérouler dans le cadre du droit international humanitaire et du droit des droits de l'homme. Et elle doit être concertée aux Nations Unies de façon à éviter que des atrocités comme celles que ce groupe a commises se produisent à nouveau. Dans le renouvellement du mandat de la MANUI, nous avons inséré des dispositions concernant l'autonomisation des femmes, et ce pour l'avenir du pays. Nous lançons un appel au gouvernement irakien pour qu'il progresse dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles, et pour qu'il favorise l'égalité des sexes et favorise la participation des femmes à la vie politique et lutte contre la violence. La solution est simple, tout le monde la connaît, il faut envahir la Pologne. Mais évidemment, l'Irak entame un nouveau chapitre de son histoire. La victoire contre Daesh ne sera pas suffisante si des progrès dans la lutte contre la corruption, l'inclusion de toute la société dans la vie politique et c'est là le point le plus important, c'est l'inclusion de tout le monde dans la vie politique, c'est-à-dire de pouvoir créer un cadre politique qui permette à tous les Irakiens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, de pouvoir intégrer voilà, la vie politique irakienne. Sans ça, vous n'arriverez à rien, ça sera toujours la même chose. Vous aurez toujours les chiites qui vont taper sur les sunnites qui vont se rebeller contre les chiites, etc., etc. Merci, Monsieur le Président. Et donc là, c'est au retour du représentant de l'Ukraine. La discussion d'aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention. Qui s'appelle, donc là, parce que ce ne sont pas les mêmes que d'habitude, parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous avez, en fonction des réunions, effectivement, puisque dans chaque mission de chaque État au sein des Nations Unies, c'est une petite équipe. Et donc, du coup, si vous voulez, ils se relaient sur toutes les réunions, puisqu'il y en a parfois plusieurs dans la journée, certains officieux, certains officiels. Donc voilà. C'est pas genre l'Irak, on s'en fout, donc on ne met pas le représentant permanent. Et pour que les auteurs soient tenus. Donc là, il s'agit de monsieur des mesures importantes ont été prises récemment. Voilà. Représentant de l'Ukraine. Dans le cadre de l'intervention du secrétaire général du Conseil de sécurité à l'occasion de ce triste anniversaire. Pour garantir la justice et la reddition de comptes pour les auteurs de cet acte, des mesures ont été prises. Le 5 juillet, le président du Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies ont été informés par le truchement du document S 2017-580 d'une décision conjointe de l'équipe d'enquête conjointe au sujet du fait que les poursuites et le jugement des auteurs de ce crime odieux se tiendront aux Pays-Bas. Le 7 juillet, l'Ukraine et les Pays-Bas ont signé un traité bilatéral de coopération internationale juridique en ce qui concerne le vol MH17. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Tous les États à prendre des mesures pour garantir le qui vient faire le vol MH66 du Conseil de la Malaysian Airlines qui s'est écrasée en Ukraine. Pleinement avec les efforts visant à garantir la reddition de comptes. Monsieur le
Président. S'agissant du sujet que nous examinons aujourd'hui... Ah oui, pardon, excusez-moi les gars, j'ai oublié, on parle de l'Irak. Qu'un véritable jalon a été atteint en ce qui concerne la stabilisation de l'Irak grâce à la libération récente de Mossoul. C'est une information que nous attendions depuis longtemps et dont nous nous félicitons. Le gouvernement irakien, avec les forces de la coalition, ont mené à bien leur opération militaire. Nous espérons que la victoire contre l'IS c'est pourtant simple. Tout est de la faute des Russes. Mais oui, bien sûr. En même temps, c'est quand même les gars. Un prix énorme. L'opération a eu des répercussions majeures sur les civils de la région. La situation humanitaire dans la ville libérée demeure extrêmement difficile. La plupart de la. Je sais bien, c'est une tradition. Petit acte vers la Russie, c'est une tradition, on est d'accord, mais enfin quand même. Aux alentours de la ville, il y a également un véritable enjeu, 700 000 personnes déplacées qui souhaitent regagner leur foyer et qui, dans certains cas, n'ont plus rien dans cette ville. À cet égard, nous encourageons le gouvernement de l'Irak avec ses partenaires à travailler à la mise en œuvre d'initiatives après la libération afin de reconstruire les infrastructures vitales, garantir le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire. Est-ce que la Russie et les États-Unis vont s'engueuler comme la semaine dernière? Non, c'est une réunion plutôt courte et tous les États ne vont pas parler. Sur des personnes déplacées dans leur foyer et selon leurs souhaits. Nous sommes conscients des difficultés qui vont de pair avec ce travail immense et nous espérons que le gouvernement irakien bénéficiera de l'assistance et de l'appui nécessaires pour mobiliser les ressources nécessaires et faire face à ce défi. Nous sommes encouragés par l'engagement des parties prenantes irakiennes qui travaillent de façon inlassable à la réconciliation nationale afin d'unir le peuple irakien, peu importe l'origine ethnique ou la religion. Ce ne sont que des efforts nationaux de réconciliation. Pour ajouter un point pour rebondir sur ce que dit le représentant ukrainien, vous avez donc en Irak, vous avez l'État autonome du Kurdistan et les sunnites, eux, réclament dans les provinces de l'Ouest la création d'un Sunnistan, entre guillemets, c'est-à-dire une province autonome sunnite. Des vainqueurs, cela va hypothéquer le processus national au sein de la fédération irakienne. Bien entendu, jamais Bagdad n'acceptera quelque chose comme ça. Gouvernement national de l'Irak, avec l'appui de la MANUI et les partenaires internationaux, devra procéder à une réforme du secteur de la sécurité afin de créer une force de sécurité professionnelle, formée et agissant conformément on y vient, c'est voilà, le représentant ukrainien qui met le doigt là-dessus et a dit qu'il faut qu'on en arrête avec cela permettra des forces de sécurité informelles type milices chiites, dans les territoires et il faut aussi d'éviter la répétition d'une véritable armée institutionnelle, professionnalisée. Enfin, si possible non confessionnel. Nous espérons très sincèrement que le gouvernement de l'Irak pourra annoncer très bientôt qu'il aura vaincu le IL une bonne fois pour toutes. Voilà. Et au fait, c'est la faute des Russes si un avion s'est écrasé sur notre territoire. Et je donne la parole au représentant de la Bolivie. Et donc là, c'est au tour de Monsieur Inchoste Jordan, représentant de l'État plurinational de Bolivie. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général de... Sinon, on a des avions qui explosent. Voilà. Rapport. Nous vous exprimons tout notre appui aux tâches qui vous ont été confiées. Nous remercions la MANUI des efforts qu'elle consent dans l'accomplissement de son mandat. Et nous en avons renouvelé le mandat vendredi dernier. Elle assure une coordination au profit du processus de réconciliation en Irak. Monsieur le Président, nous sommes très satisfaits de l'annonce faite par le gouvernement irakien qui a confirmé la libération de Mossoul. Nous sommes très reconnaissants aux forces de sécurité irakiennes, le peuple irakien, pour les efforts qu'ils consentent afin d'éliminer ce groupe terroriste de l'Irak. Et nous reconnaissons ce que font les forces de sécurité pour assurer la protection des civils dans le cadre du
conflit. À mesure que ce groupe terroriste sera expulsé et que l'on récupérera les territoires actuellement sous son contrôle, il faut mettre davantage l'accent sur l'aspect humanitaire et il faut garantir les droits humains des personnes attrapées dans ce conflit. Monsieur le Président, selon les données publiées par si la traduction n'arrive pas à suivre, tu crois? Depuis le début des opérations antiterroristes à Mossoul en octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui, plus de 930 000 personnes ont été déplacées depuis Mossoul et des milliers d'entre elles ne sont pas rentrées chez elles, ce qui s'ajoute aux 3,4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays que le conflit a produit depuis son début. Selon le rapport du secrétaire général, en mai dernier, 400 civils ont péri, ce qui porte le nombre total à plus de 82 000 victimes. De même, nous sommes préoccupés par le fait que, selon le rapport du secrétaire général, de graves violations des droits humains et du droit humanitaire international ont été commises, notamment des enlèvements. Et des milliers de femmes yézidis ont été enlevées par Daesh. On revient à ce qu'on avait dit sur notre contre des marchés vidéo, sur notre émission un peu spéciale sur les violences faites aux femmes durant les conflits, à savoir que Daesh avait vive condamnation de ces procédé à de nombreux enlèvements de familles yézidis. Les yézidis, c'est une communauté nous condamnons l'Irak. Alors ne me demandez pas exactement contre les civils, notamment l'utilisation des civils et des femmes et des enfants. Je sais pas, renseignez-vous sur Wikipédia parce que là-dessus je sens que je vais dire des bêtises et c'est pas le but. Mais grosso modo voilà que Daesh avait enlevé ces femmes-là, tout simplement parce que ce n'étaient pas des sunnites, voilà. Les engins explosifs les avaient enlevés, torturés, tout ça. Nous estimons qu'à mesure que les territoires seront libérés, il faut œuvrer au déminage et au retrait de tous les engins de guerre, de façon à ce que toutes les personnes déplacées à l'intérieur du pays puissent... Là, le représentant bolivien, bolivarien. Monsieur le Président, par ailleurs... donc le représentant bolivien qui qui nous explique justement que à Mossoul, si vous voulez, ok, la ville a été libérée, mais que grosso modo il y a un très gros travail de déminage territorial à réaliser. Donc c'est pas demain qu'on va pouvoir que les habitants vont pouvoir revenir dans la ville mélanchoniste spotted. Non, je vous jure que non. Par le gouvernement irakien pour identifier les personnes disparues et pour restituer les biens. En plus, je crois que la Bolivie n'est même pas dans l'alliance bolivarienne. Des efforts du gouvernement irakien pour mener des campagnes auprès des personnes qui pourraient détenir des informations sur les personnes disparues. Et nous reconnaissons également ces efforts pour procéder à des excavations sur les sites, des éventuels sites d'inhumation. Nous engageons le gouvernement à poursuivre ces efforts pour obtenir des résultats concrets et pour poursuivre le processus de réconciliation en tant qu'axe fondamental de la réconciliation entre l'Irak et le Koweït. Le 14 juin dernier, le Conseil a d'ailleurs adopté une déclaration à ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je trouve que ce soir, les représentants partent un petit peu dans le mur à chaque fois qu'ils font une déclaration par rapport à la Manui. Enfin, on parle de l'Irak, on parle de la reprise de Mossoul. Thank you, Mr. President. Bon, bref. Bon, c'est au tour de Monsieur Marzouk, le représentant de l'Irak aux Nations Unies, donc qui a été invité à parler au Conseil de sécurité, puisque la question que traite le Conseil concerne bien évidemment son territoire. D'avoir assumé la présidence du Conseil en ce mois de juillet, et je voudrais également remercier la Bolivie de ce qu'elle a accompli à la tête du Conseil le mois dernier.
Les petits remerciements qui font toujours plaisir. Et je remercie le chef de la MANUI, représentant spécial du secrétaire général, M. Jan Kubic. Et je le remercie ainsi que son équipe des efforts qu'il déploie à Bagdad et à New York. Monsieur le Président, le local de l'étape ne parle pas en premier d'habitude. Non, Fanny, il parle toujours en dernier. Priorité aux membres du Conseil. Depuis la ville de Mossoul. Et alors, non, dans l'ordre, c'est le spécialiste, enfin c'est un spécialiste du secrétariat général qui traite de ces questions-là. Donc ça peut être le représentant, ça peut être un assistant du secrétaire, une chose comme ça, qui avait pour charge de faire un rapport sur la situation. Et ensuite, ce sont les membres du Conseil qui débriefent de ce rapport, qui donnent l'opinion, qui donnent la position de leur pays. Et enfin, le Conseil écoute le représentant du pays qui est invité. Et ensuite seulement, les membres du Conseil peuvent réagir s'ils le souhaitent à la réaction d'un autre pays, typiquement ce qui s'est passé la semaine dernière avec la Corée, sur la Corée, quand les États-Unis ont taclé la Russie à la fin de la réunion. L'Irak apprécie le rôle de la coalition internationale. Il ressemble à Jeff Goldblum. C'est pas faux. À travers l'appui aérien et la coopération avec les forces irakiennes. Et je remercie les États de la coalition internationale et tous ceux qui ont agi en faveur de l'intégrité territoriale de l'Irak et qui ont offert leur aide sur le plan militaire, sur le plan logistique et sur le plan humanitaire afin de remporter une victoire contre Daesh. Le gouvernement irakien accorde la priorité à la libération des personnes. Vous connaissez le rôle que joue l'autorité religieuse suprême. Celle-ci a lancé une fatwa, un appel à la lutte contre la bande armée de Daesh. Alors la fatwa, comme je le dis, donc ça a été l'appel qui a été lancé par l'ayatollah Sistani, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc c'est-à-dire le chef religieux de la communauté chiite en Irak, l'autorité suprême de la communauté chiite en Irak, qui donc du coup a appelé à la lutte contre donc les bandes armées de Daesh, et donc c'est ce qui a amené à la constitution des milices chiites qui ont pris part dans la lutte contre l'État islamique. L'Irak a grandement besoin d'un appui de la communauté internationale pour pouvoir entrer dans la phase post-Daesh, entreprendre la reconstruction, réparer l'infrastructure endommagée. Et là, il y a du boulot. Et nettoyer le territoire des engins explosifs qu'a laissé Daesh derrière lui. Nous nous fondons sur un plan complet de reconstruction et de gouvernance qui requiert un appui financier et technique que peuvent nous apporter nos partenaires internationaux. L'Irak salue les efforts humanitaires de notre voisin, le Koweït, qui s'emploie à soulager les souffrances des personnes. Savoir que s'ils insistent beaucoup sur la relation entre l'Irak et le Koweït, c'est savoir quand même qu'en 90, pardon, Saddam Hussein avait envahi le Koweït et il voulait l'annexer pour prendre les champs pétrolifères du Koweït pour régler la dette de l'Irak qui était sorti extrêmement ruiné de sa guerre contre l'Iran entre 1980 et 1988. Sur la base de son mandat, ainsi d'ailleurs que l'équipe de pays. Et donc aujourd'hui, il se félicite d'avoir de très bonnes relations avec le Koweït, vu que Saddam Hussein n'est plus au pouvoir. Et pour... Ah, t'as pas suivi? Favoriser le retour de la sécurité, de la stabilité,
pour la reprise des services de base et pour que les personnes déplacées puissent rentrer chez elles, retrouver un emploi et participer à la reconstruction de ce qui a été détruit par les extrémistes. Monsieur le Président, l'Irak est un État fédéré indépendant qui jouit un État fédéral. Ah oui, c'est mieux. Indépendant, doté d'une constitution fédérale démocratique, adoptée par toute la population irakienne en 2005 à travers un référendum démocratique. Inacceptable. Qu'est-ce qui se passe, Cactus Rapiste? Elle se base sur le respect de tous les droits de toutes les composantes du peuple irakien. Elle réaffirme la valeur qu'il faut attacher à la citoyenneté et assure la représentation de tous. La représentation de tous, oui, mais vu que l'élection du Parlement irakien se fait à la majorité, à la proportionnelle, de tous les Irakiens. Ça marche moyen le système légal quand même. Il faut. La Constitution prévoit de veiller sur la protection des droits politiques, économiques, et sociaux et autres de tout le peuple irakien. C'est pas une pub cachée à Acropolis, la valeur qu'il faut apporter à la citoyenneté. Ah, ça pourrait être notre slogan. Veille à l'application des résolutions de on demandera l'autorisation de l'Irak si on peut l'utiliser. De 1999 et de 1253. L'Irak envisage aujourd'hui différentes solutions dans le cadre d'une campagne qui vise à traduire Daesh en justice. Traduire Daesh en justice, les gars, vous êtes mal barrés là. Pour ça, franchement, ça n'a pas l'air d'être l'esprit des mecs quand même. Hein. Des crimes commis par la bande armée de Daesh en Irak, de façon à renforcer notre souveraineté, et préserver l'intégrité de notre système judiciaire et renforcer nos capacités en la matière. Les membres du Conseil de sécurité doivent exiger de la Turquie qu'elle retire ses forces du territoire irakien et qu'elle entretienne des relations de bon voisinage avec l'Irak de façon à préserver la paix et la sécurité régionale et internationale. Le gouvernement irakien s'emploie constamment à améliorer ses relations avec les pays voisins, et notamment les pays arabes, l'Arabie saoudite. Bonjour, merci de bien vouloir vous présenter au tribunal international SVP. Un petit peu ça. La Turquie et nous... Quoi et également avec le gouvernement syrien. Sylvain propose de leur envoyer un recommandé. Je ne sais pas ce que vous pensez. Ça peut être pas mal. Hein. Je suis sûr que ça va les impressionner. Souhaitons... Moi, je vais leur envoyer un mail, les gars. Je leur envoie un mail, vous en faites pas. Le gouvernement saoudien. Je vais leur dire bisous, est-ce que vous pouvez arrêter de faire vos conneries, s'il vous plaît? Merci. Créer un conseil de coordination pour porter les relations bilatérales au niveau stratégique requis et pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération dans divers domaines, dans le domaine politique, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine économique. Évite l'accusé de réception, ça va mal tourner. De lutte contre le terrorisme, sur le plan culturel également. Et il faut favoriser les liens entre les secteurs privés des deux pays et intensifier la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Je suis sûr qu'ils se rendront instantanément s'ils reçoivent un recommandé de l'URSSAF. Exactement. Terrorisme. Hein? Et appliquer toutes les conventions. Ou du RSI. Ah, t'as raison, c'est quoi leur activité? C'est dans l'indépendant, tu penses? Moi, je pense que c'est une petite PME salariée. C'est très libéral, on est d'accord. Renforcer encore notre réconciliation. Frank, il envoie une lettre recommandée à Daesh et ça tourne mal. Bah, voilà. Bagdad. Bah, je pense que ça va être le titre de la vidéo, non? En ce qui concerne les
personnes, les ressortissants. Ouais, non, mais Zahert, on va leur envoyer Captain Ursaf, il va arriver, il va dire il faudra payer. La disparition des archives. L'association l'Irak continue à recueillir les témoignages, à procéder à des visites et à des excavations dans divers emplacements pour retrouver les dépouilles des personnes disparues et des prisonniers de guerre koweïtiens. C'est surtout que leur nouveau chef est français, tu m'étonnes. Il va avoir la culture du truc. La réponse de votre conseil à la demande du gouvernement irakien de proroger le mandat de la MANUI pour une année encore, sur la base de la résolution 1770 de 2007. Ah oui, ouais. La résolution de 2007, si vous voulez, sur la MANUI, en fait, élargit ses prérogatives, enfin ses missions au sein de l'Irak, notamment dans tout ce qui va être l'humanitaire, l'assistance électorale, des choses comme ça. M. Yankovic, ainsi que son équipe, de leur travail, des conseils qu'ils prodiguent aux autorités irakiennes et de tout ce qu'ils font pour préserver l'unité d'Irak, son intégrité territoriale et sa stabilité. Et de façon à ce que l'Irak soit libéré du terrorisme, qu'il puisse vivre dans l'unité, dans la prospérité et dans la stabilité et dans... D'Artérécy, l'empereur des cotisations obscures. Je rends hommage à ceux qui ont... C'est bien les gars, vous êtes créatifs ce soir là-dessus, hein. Ça vous a lancé là. Contre le terrorisme, au bénéfice de l'humanité tout entière. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oh, carrément, bénéfice de l'humanité tout entière. D'accord. Bon, bah écoutez, une déclaration du représentant irakien qui est au final resté très... À tenir voilà, il faut lutter contre Daesh parce que c'est pas bien, parce que nous on vous promet qu'on va respecter les ethnies de chacun, que tout le monde sera représenté, que tout le monde sera traduit en justice, que les poneys vont chier des arcs-en-ciel en pagaille, enfin bref, le bonheur, la paix généralisée, voilà quoi. Bon, bah écoutez, ce qu'on retiendra de cette réunion au final, c'est que voilà, on proroge le mandat, puisque au final, voilà, la MANUI a une mission encore à jouer, la mission qu'elle aurait dû jouer après la guerre en Irak en 2003, à savoir la reconstruction d'un État irakien, qui au final n'a pas pu atteindre ce but-là à cause des autorités irakiennes. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant qu'on a un Premier ministre plus modéré, à voir justement si la MANUI ne pourra pas renforcer son rôle, renforcer son action sur le terrain, d'autant plus que là, il va avoir quand même très fort à faire après la reprise de Mossoul. Après la reprise de Mossoul, et puis aussi donc la libération des rives de l'Euphrate, du coup, qui devrait arriver dans l'ordre des choses. Bref, voilà. Est-ce qu'on peut pas justement... Est-ce qu'on peut pas justement, des gens tellement importants que l'intrication de leurs responsabilités les empêche de se mettre d'accord? Est-ce que c'est pas justement des gens tellement importants que l'intrication de leurs responsabilités les empêche de se mettre d'accord? C'est pas qu'ils se sont pas mis d'accord, là ils se sont mis d'accord, mais c'est juste que... en fait, la MANUI, comme toute mission d'assistance des Nations Unies, a au final très peu de pouvoir. Donc, elle a très peu de pouvoir, elle dépend du bon vouloir et de la collaboration de l'État dans lequel elle opère. Donc autant vous dire que quand l'Irak a envie, tout va bien marcher, mais alors quand l'Irak n'a pas envie, ça marchera pas très bien. Donc voilà. C'est plus ça en fait le problème. De toute façon pour l'Irak, la question devrait venir en fait... ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir quand même une déstabilisation de l'Irak, surtout entre l'Iran et les États-Unis. Savoir que les États-Unis sous Obama et l'Iran s'étaient rapprochés, et maintenant que Trump est arrivé au pouvoir et a quand même lancé une diplomatie plutôt musclée sur la scène du Moyen-Orient, c'est devenu... l'Irak va devenir, si vous voulez, le théâtre de cette confrontation entre ces deux-là. D'autant plus si Trump veut revenir sur l'accord du nucléaire iranien. Donc voilà. S'il crée un État kurde indépendant, on risque d'avoir combien d'années de
conflit comme avec la Palestine et Israël. De toute façon, il est fort à parier que si un État kurde est indépendant, Bagdad va intervenir et la Turquie va intervenir. Déjà qu'en fait, si vous voulez, il y a eu des incursions des troupes kurdes sur le territoire irakien pour bombarder les peshmerga. Donc voilà quoi, c'est assez compliqué. À mon avis, l'État kurde va se prendre des kilos de bombes sur la tronche dès qu'il sera créé. Donc voilà. C'est déjà que voilà que la Turquie n'hésite pas à violer la souveraineté de l'Irak. Donc bon voilà, ça promet d'être compliqué. On voit quand même que l'impasse est là un peu totale. À voir si ce mouvement de la société civile va marquer en fait les autorités, si les autorités vont pouvoir y répondre dans ce sens. À voir comment va se passer. Le problème, c'est qu'en plus la question kurde amène à ça amène déjà à une première crise qui va arriver pour l'État irakien. Ça veut dire que, mettons en septembre, l'État islamique on en est à plus ou moins débarrassé de l'État islamique en Irak. L'État irakien devra quand même embrayer sur une crise interne avec ce référendum-là. Et si jamais le référendum, il y a une majorité de oui, on fait quoi? Si Bagdad dit non, on fait quoi? Enfin, c'est-à-dire que là, l'Irak peut repartir dans une guerre civile qui va encore une fois impliquer beaucoup d'États dans la région, notamment la Turquie d'Erdogan qui n'est pas vraiment d'accord. Donc voilà, ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Et la Manui là-dessus essaie de créer du dialogue, essaie d'aider, de faire en sorte que les institutions irakiennes fonctionnent. Mais c'est vraiment pas gagné. Enfin voilà, bon, j'en conviens, c'était pas une réunion très passionnante, mais j'espère néanmoins que ça vous aura plu qu'on vive ça tous ensemble. Écoutez, nous, sur Acropolis, on se retrouve demain à 21 h pour la libre antenne, et on espéra que cette fois, ça sera fait dans de meilleures conditions techniques, n'est-ce pas, Jean? Et voilà, pour la communauté de l'ONU, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne suis pas encore totalement sûr du sujet. Le sujet, ça devait être la paix et la sécurité, en Afrique. Donc voilà. Et puis voilà quoi. D'ici là, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois pour commenter ça avec beaucoup de sensualité, beaucoup d'érotisme. Donc merci à vous tous pour vos retours. Et dors un peu. Ouais, j'essaye. C'est pas facile, Cactus Rapiste en ce moment. Il fait trop chaud, mais oui, je suis d'accord. Donc voilà. Sur ce, voilà. On remercie, avant que je m'en aille comme un voleur, je remercie donc les tipeurs, je remercie les modérateurs, je vous remercie vous, le chat, je remercie Tom à la régie, je remercie Sylvain qui raconte de la merde dans le chat. Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous à tous, bonne nuit à tous, ciao, bye. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Il y a une alternative à la guerre.